Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Congrès de Versailles hier. Congrès de Versailles, la totalité des députés, la totalité des sénateurs, tout le pouvoir législatif était là pour fêter quoi? Une inscription à la Constitution, laquelle? Celle de l'interruption volontaire de grossesse. Ah bon, il y a du nouveau? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pas Goldman, là c'est pas ça. Non, c'est pas elle a fait un bébé toute seule, effectivement, fait de société. Chanson cultissime, mais là non, elle n'a pas fait de bébé tout seul, elle n'a pas envie de faire de bébé, et elle a le droit, effectivement, le plus légitime de refuser, effectivement, les accidents de la nature, de l'amour ou du marivaudage. Donc, effectivement, inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, votée à une majorité massive, tout le monde pratiquement, je crois qu'il y a eu que 780 parlementaires ont approuvé l'introduction à l'article 34 du texte fondamental de la phrase. Je rappelle, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. 72 parlementaires ont voté contre. Mais le problème n'est pas d'être pour ou contre. Je crois qu'effectivement, la majorité d'entre nous, je parle surtout des femmes, mais même les hommes, sont pour, effectivement, le choix. Mon corps, mon choix, la liberté de choix. Simplement, est-ce que tout était déjà là? Pourquoi, effectivement, cette chose? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la position de Yaël Braun-Pivet, qui était la reine de la journée, puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre, elle présidait le Congrès. On l'a vu s'avancer absolument devant la haie des militaires, qui recevaient pompe magnifique et tout ça. Et on l'a entendu, donc, Yaël Braun-Pivet, hier expliquer pourquoi c'était tellement important d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Écoutez. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. La Constitution est le bon endroit, Madame la Présidente, Yaël Braun-Pivet. Très bien, très bien. Sauf que, il y a même pas 6 ans, en 2018, la même Yaël Braun-Pivet, qui était à l'époque présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, écoutez, donc il y a moins de 6 ans, ce qu'elle disait. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Alors voilà, c'était une demande de la France insoumise d'inscription à la Constitution. Et voilà que bec et ongle, Yaël Braun-Pivet se lève effectivement entre de ça, mais non, vous n'avez pas à agiter les peurs, c'est absolument inutile, ça ne sert à rien, tout est garanti et compagnie, de quoi vous parlez? Alors, qui on doit croire? Vous allez me dire, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin là, c'est quand même... Qui dois-je croire? Yaël ou Braun-Pivet? La doctoresse Jekyll ou Madame Hyde? Qui dois-je croire? C'est vraiment un problème là, en 5 ans et demi. Alors là, magnifique, la Constitution protège. Sans ça, on aurait pu retourner en arrière aux heures les plus sombres de notre histoire. Non. Ben écoutez, heureusement, il y a des personnes qui réfléchissent, qui prennent un peu le temps et qui remettent les pendules à l'heure, notamment Anne-Marie Le Pourrier, qui hier a donné une interview au Figaro Live. Écoutez ce qu'elle dit, on a pris des extraits, je crois que là c'est extrêmement clair. Écoutez.
Aujourd'hui, le Congrès se réunit à Versailles pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce vote est-il fondé? Alors, sur le plan juridique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le constituant est souverain. Donc, le pouvoir constituant peut décider de mettre ce qu'il veut dans la Constitution. La question, si vous voulez, de l'avortement et de ce projet de loi constitutionnelle, c'est qu'il ne sert strictement à rien. C'est un copier-coller du droit positif existant. Déjà, le Conseil constitutionnel vous explique que la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse fait partie de la liberté tout court qui est garantie par la Constitution, mais qu'elle doit être conciliée, bien entendu, avec le principe de dignité de l'être humain, de la personne humaine, lequel comporte la protection, implicitement la protection du fœtus. Et qu'est-ce que nous dit le projet de loi constitutionnel? Exactement ça. Il met dans l'article 34, qui est consacré à l'énumération du domaine et des matières qui sont du domaine de la loi, l'idée que la loi fixe les conditions de la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà la loi. Un congrès à Versailles, c'est quand même au bas mot 300 000 €. 577 députés et 348 sénateurs déplacés à Versailles à grand renfort d'argent public pour un texte inutile et qui abîme quand même la Constitution, parce que dans une Constitution, qu'est-ce qu'on met quand on parle de philosophie politique? Dans les constitutions des États européens, on met liberté, égalité, éventuellement dignité, mais on met pas IVG. L'inscription dans la Constitution changerait-il quelque chose à la loi Veil? Ferait-il de l'interruption volontaire de grossesse un droit absolu? Ah non, pas du tout. Ça ne touche strictement à rien, d'autant plus que jusqu'à présent, nous vivions sous l'empire du système de la loi Veil, qui était parfaitement rédigé. À l'époque, on savait faire du droit. Et voici ce que disait, justement, la personne qui restera, elle, au-delà des fastes de Versailles, et qui a rédigé, acté, qui était ministre de la Santé, Simone Veil, en 1975. Écoutez. Le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, Anne-Marie Le Pourrier, la juriste, la constitutionnaliste, poursuit. Écoutez. La loi Veil avait prévu un principe, celui du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, assorti de 2 exceptions, l'avortement thérapeutique sans délai et l'avortement de détresse d'un délai de 10 semaines. Ce principe de la loi Veil est toujours écrit dans l'article 16 du Code civil. Il pose le principe de la primauté de la personne humaine et le projet de révision constitutionnelle n'abroge pas, ne touche pas à cet article 16 du Code civil. On voit bien, si vous voulez, que dans les revendications contemporaines, il y a un no limite, une volonté de pouvoir absolu. Les féministes n'acceptent plus les grands principes libéraux du droit répressif, la présomption d'innocence, les droits de la défense, la prescription des infractions, tous les grands principes du droit libéral que nous avons hérités de Cesare Beccaria et de la Révolution française, eh bien, elles en font fi. Si inscrire l'IVG dans la Constitution ne change rien à la loi actuelle et que cette liberté n'est pas menacée, pourquoi en débattons? C'est un symbole pour les féministes et un coup de com' pour le gouvernement et notamment pour le président de la République. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie Le Pourrier a raison sur tout. Je ne sais pas si les féministes, peut-être, n'exagérons pas, ne veulent pas du passé faire entièrement table rase. Mais il n'empêche quand même qu'on peut se poser la question. Voilà, tout était là, tout était inscrit. Cette cérémonie ne sert qu'à une chose, eh bien, faire que Emmanuel Macron, président de la République, a réformé la Constitution. Et voilà, on veut mettre sa petite patte ou sa grande patte, chacun, sur la Constitution de 1958 et de 1962 du général de Gaulle. Et évidemment, comment peut-on être président de la République sans marquer effectivement son sceau? Alors certains font la pyramide du Louvre, d'autres font les grands travaux, et puis là, on sanctionne quelque chose qui est fait. Je dirais quand même, quelque part, nous avons eu affaire à une inspection des travaux finis dans cette histoire. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti. Évidemment, vive la liberté de chacun et surtout de chacune de choisir ce qu'elle a à faire. Mais là, beaucoup de bruit, beaucoup d'euros, beaucoup de pompes.
pour pas grand-chose, peut-être. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bonjour André. Bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, on est toujours heureux de vous recevoir, évidemment. Vous êtes économiste, vous êtes président du cabinet Agdefi. Je rappelle que vous êtes sur YouTube, votre plateforme Toiti YouTube, déjà 130 000 abonnés. Et alors je me dis, mais ils doivent être contents vous abonner, parce que, et nous aussi, parce qu'ils se disent, allez, attendez, la dette, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on en a déjà parlé avec vous, Marc, il y avait l'anniversaire, 1974-2024, formidable, la dernière fois que le budget était en équilibre, 2024, plus de 3 000 milliards, etc. Mais surtout, vous nous dites quelque chose qui est quand même énorme. Sur le seul mois de janvier, le déficit de l'État a atteint un nouveau sommet historique de 25,74 milliards d'euros, soit 3,9 milliards d'euros de plus que le précédent record de janvier 2021. Mais à chaque fois, on se dit, et vous savez, Marc, on a discuté, oui, d'accord, c'est terrible. Enfin, écoutez, ça passe, ça fait des années que ça dure, et pourquoi ça ne durerait pas? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. Comment va marquer Emmanuel Macron son double quinquennat? Moi, je pense que c'est ça. Celui qui a le plus augmenté la dette publique, effectivement, parce que je regardais tout à l'heure les chiffres, parce que bon, il est vrai qu'il y a eu le coronavirus, etc. Mais depuis 2019, donc c'est-à-dire si on est jusqu'à aujourd'hui, le pays, tenez-vous bien, de la zone euro où la dette publique par rapport à notre PIB, à notre richesse, a le plus augmenté, c'est la France. Ah oui. Alors Cocorico va te dire, mais c'est incroyable. Maillot jaune. Oui. Oui, mais si à la rigueur on avait une croissance forte en échange, on avait un chômage de plein emploi, on avait la stabilité sociale, sociétale, on pourrait dire au diable l'avarice. Mais ce n'est même pas le cas, parce que sur la même période, depuis 2019, quels sont les pays qui ont fait le moins de croissance? C'est l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ouais. Donc c'est un truc de fou, c'est-à-dire que on est le pays qui augmente le plus cette dette publique, mais là où il y a le moins de croissance. Donc il faut qu'on se réveille. Ça ne va pas durer. Alors c'est vrai que l'argument que vous dites, vous évoquez André, disant mais bon, ça va, c'est nos enfants qui payeront, etc. Bon, déjà c'est pas sympa pour nos enfants, mais c'est complètement faux. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est les chiffres de Bercy, très bientôt, la charge d'intérêt de la dette, qui atteint déjà 50 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire juste pour payer les intérêts. Juste pour payer les intérêts, c'est bien ça. Ouais. Juste les intérêts, c'est 50 milliards d'euros, et bientôt, selon les dires de Bercy, qui sont très optimistes, ça sera 75 milliards. Ça veut dire que en 5 ans, la charge d'intérêt de la dette, juste les intérêts de la dette, c'est 300 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est des sommes complètement folles. Alors justement, donc le problème est énorme. Oui, alors Marc Toiti, justement, cette charge de la dette, restons là-dessus. Ça représente quoi, par exemple, par rapport au budget de l'éducation, de l'armée, de la santé ou de la transition écologique? C'est très simple, c'est devenu le premier poste de dépenses publiques. Ça dépasse maintenant effectivement l'éducation nationale, ça dépasse bien sûr la défense, etc. Mais le chiffre que vous avez évoqué pour commencer, ça c'est très important, parce que là franchement, j'en veux un peu à nos dirigeants, tout en étant évidemment respectueux. Parce que ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand effectivement en 2020, on nous disait oui, il y a le coronavirus, c'est très dangereux, etc. Ok, alors on a lâché le quoi qu'il en coûte, tout ce que vous voulez. Très bien. À l'époque, d'ailleurs, la dette ne coûtait rien, puisque c'était la Banque centrale européenne qui achetait cette dette. Donc, ce qu'on appelle la planche à billets. Donc ça coûtait 0. D'ailleurs, c'est ce qui a fait l'inflation ensuite. Mais bon, ça c'est notre débat. Mais tu veux dire que à l'époque, ça nous coûtait rien. Aujourd'hui, ça nous coûte très cher. Je viens de l'évoquer, 50 milliards d'euros. Mais le pire, c'est qu'il n'y a plus de coronavirus, du moins plus la pandémie, quoi. Et pourtant, ça continue d'augmenter. On a battu le record, rendez-vous compte. Pour un mois de janvier, on a donc 25,74 milliards de déficit juste de l'État. C'est-à-dire sans compter les collectivités locales. Oui, le déficit de l'État. Sans compter collectivités locales, sans compter le reste, c'est ça. Et oui, juste sur un mois, 25,74 milliards. Donc j'ai vérifié, on n'a jamais vu ça pour un mois de janvier. Et vous savez, bon, je veux pas être méchant, mais je pense qu'il y a eu un petit problème, parce que au mois de décembre de l'année dernière, donc de 2023, si vous voulez, en novembre, on avait un record historique de déficit sur 12 mois, et puis au mois de décembre, bizarrement, le déficit a baissé très fortement. C'est bizarre. Et puis là, au mois de janvier, sommet historique.
Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit peu, vous voyez, mis un petit peu de déficit qu'on devait avoir pour 2023, mais pour pas avoir un record historique de déficit, on a dit, on le mettra sur 2024 et puis on verra bien en 2024. Ouais. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, et c'est pas, moi je suis évidemment pour notre France, pour sauver notre douce France, on en a besoin, mais c'est de la responsabilité. La moindre des choses. Marc Toiti, restez avec nous. On va rester avec nous parce que on va essayer d'aborder justement, au fond, les mesures drastiques qu'il faudra prendre, y compris si elles sont impopulaires. C'est pas possible de rester avec ce quoi qu'il en coûte. À tout de suite après cette toute petite pause avec Marc Toiti. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et pour poser vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes de la dette sont cuites, Marc Toiti, mais on se dit ça souvent et vous dites effectivement il ne s'agit pas d'être méchant. Mais enfin, à un moment donné, l'impression qu'on a, là, je vous parle, vous êtes l'économiste, vous êtes l'homme de l'art, je me dis mais attendez, c'est quoi? C'est somnambule, on fonce à toute allure, pas de frein, pas des accélérateurs, mais pas de frein, contre le mur, contre quoi? Alors, il s'agit pas de faire l'apocalypse, mais quand même, on a l'impression que voilà, ça continue comme ça, je vous ai dit en début de notre entretien, mais on fait quoi? Est-ce que, franchement, est-ce qu'il y a des mesures impopulaires, dures à prendre, et qu'un politique doit apprendre à être peut-être impopulaire, ne pas penser qu'à sa prochaine réélection? Est-ce qu'il y a quelque chose de dur à faire ou pas? Ou on laisse faire, on laisse... Moi, je pense que avant d'être impopulaire, il faut faire d'abord preuve de bon sens. Le problème, c'est qu'on n'a même pas ce bon sens, si vous voulez. Vous voyez, l'année dernière encore, les dépenses de fonctionnement, juste le fonctionnement de la puissance publique, ont augmenté de quasiment 30 milliards d'euros. Donc là, c'est pas du social, c'est pas, je dirais de l'investissement. C'est les fonctionnements de l'État, c'est ça, c'est tout. L'administration, la puissance publique au sens large. Ouais, donc, quand on nous dit, on va économiser 5 milliards ou 10 milliards, non, mais il faut repenser complètement le fonctionnement de l'État, parce que nous sommes, comme vous le savez, le pays au monde où le poids de la dépense publique par rapport à notre PIB... Mais alors, Marc Toiti, comment concrètement, comment on fait? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de cette dépense. On sait très bien que cette qualité, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Donc, on dépense pour, entre guillemets, acheter la paix sociale. Et donc, c'est des milliards, effectivement. On l'a vu pendant le coronavirus. Rendez-vous compte que depuis 2020, la dette publique française a augmenté de à peu près 730 milliards d'euros. 730 milliards. Et sur la même période, le PIB français a augmenté de l'inflation, de seulement 350 milliards, 340 milliards. C'est-à-dire, il manque 400 milliards. J'ai mis 740 pour récupérer 340. Il y a un problème. Comprenez? Donc, c'est ça qui colle pas. C'est que on met des moyens, mais il y a une sorte de gabegie, si vous voulez, de dépenses inconsidérées, et finalement, on ne sauve pas. Encore une fois, en mars, vous avez dit, oui, mais en mars 2020, on a sauvé des vies, etc. Ok, très bien, mais après, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, mais pas seulement à vous, même à Bruno Le Maire, je l'ai dit, mais à d'autres, j'aurais dit, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Et même certains économistes me riaient au nez en me disant, mais non, mais on s'en fiche de la dette publique, tout va bien, on continue comme ça, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est du bon sens. C'est même pas une prévision, c'est du bon sens. Mais quand vous ne voulez pas voir la réalité en face, eh bien, c'est tellement facile d'augmenter la dépense publique. Oui, bien sûr. Tellement on continue. J'augmente ma dette, j'ai des acheteurs potentiels, mais attention, parce que aujourd'hui, 53% de notre dette publique est détenue par des étrangers, non résidents. Donc, on continue d'acheter. Plus de la moitié. Et puis attention, on s'est gargarisé la semaine dernière, tiens, le Qatar va mettre 10 milliards d'euros en France. Ah, c'est sympa, mais attention, quand on est dépendant du reste du monde, on perd notre indépendance. Si le Qatar et les autres, Marc Toiti, oui, Marc Toiti, si le Qatar, par exemple, mais tous les autres mettent 10 milliards, ils vont vouloir un retour sur investissement. C'est pas, ils mettent pas, c'est pas la charité, c'est pas les chiffonniers d'Emmaüs. C'est ça. C'est exactement ça. Mais surtout, je pense encore une fois, le gros problème, c'est qu'on est en train de perdre notre indépendance. Et donc, alors le pire, c'est que la France aujourd'hui est le seul pays qui dérape comme ça.
C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la dette publique. La Grèce, par exemple, qui est toujours numéro 1 en termes de dette par rapport au PIB, et c'est le pays où la dette publique a le plus baissé. Les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Belges, ils ont tous fait des efforts pour réduire drastiquement leur déficit public et leur dette publique. Et nous, non. Nous seulement on a fait des efforts, mais on continue de l'augmenter. Et donc ça, c'est très dangereux parce que ça crée des tensions au sein de la zone euro, entre les différents pays qui disent, écoutez les Français, vous êtes bien gentils, mais il faut arrêter vos bêtises. C'est-à-dire que nous tous, on a compris qu'il fallait faire un petit peu d'effort. C'est même pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour nos enfants, c'est pour nous-mêmes. Mais il n'y a que vous qui continuez comme ça. Donc moi, je peux vous dire que ça met en danger la zone euro. Ça met en danger l'existence même de la zone euro. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut que ça explose? Donc, non, je dis, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter, il faut faire preuve de bon sens. Et c'est pas faire peur aux gens. Moi, j'entends certains qui disent, oui, il faut pas faire peur, faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais il faut dire la réalité. Il y a les faits. La méthode Coué, ça suffit. Ouais, absolument. Merci Marc Toiti, merci. Écoutez, on va continuer de suivre ça, mais on se demande si le bon sens n'est pas devenu aujourd'hui, chez les princes qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire, la chose du monde la moins partagée. Hélas. Merci. Avec plaisir.